Je m'appelle Michel Ribardière. J'ai travaillé sur le dossier OVNI comme beaucoup d'ovniologues, ufologues depuis des années et des années. J'ai eu la chance aussi de travailler pour le CNES, le Centre national d'études spatiales, dans le service du GEIPAN qui s'occupe pour la France de l'étude du sujet, l'étude des dossiers. En France, vous savez, quand vous avez des gens qui voient quelque chose de bizarre, ou qui observent quelque chose de bizarre, peut-être même qui quelquefois récupèrent des choses, ou voilà, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont le courage parfois, mais il faut du courage, ont assez de courage pour aller à la gendarmerie, le signaler. Oui, il y en a qui le font, c'est bien. Alors les gendarmes, ils prennent votre déposition, ils ont un papier spécial, et puis ils envoient ça à Paris. Et à Paris, on regarde consciencieusement de quoi il s'agit. Parce que, on ne sait jamais, si c'était un satellite chinois que la personne a vu, c'est évident que ça ne va pas aller au Japon, ça va plutôt aller en direction de l'armement, vous voyez. C'est redispatché. En France, on a un service officiel qui travaille sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont officiellement un service qui travaille sur le sujet. Alors, en France, le service qu'on a, le GEIPAN, travaille sur le sujet, mais en réalité, il a plus, je dirais, la mission de catégoriser les cas. C'est-à-dire que quand on voit une manifestation OVNI, en fonction de son éloignement, de sa distance, en fonction des effets qu'elle a sur la nature ou bien sur les personnes, en fonction de plein d'autres choses, on va la mettre dans certaines catégories et après, on pourra faire des statistiques. Voilà comment on traite le sujet officiellement en France. Pourquoi on traite le sujet officiellement en France et on ne le fait pas, par exemple, je sais pas, moi, j'allais dire Belgique, mais ce serait un mauvais point de ma part. Pourquoi on ne le fait pas dans d'autres pays? Il y a plein d'autres pays où on ne traite pas le sujet officiellement. Parce qu'en France, outre le fait qu'il y a beaucoup de râleurs, il y a surtout eu des manifestations de grande envergure en France. Alors peut-être, parmi nous, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent, mais c'est, on va dire, 50 dernières années, on a eu à 2-3 reprises, plutôt 3 que 2, des moments où, soudain, aux 20h, on parlait d'OVNI, sur des manifestations qui se déroulaient en France. Mais plusieurs fois par an. Alors, ça s'est passé dans les années 50, en 54 en particulier, ça s'est passé en 73-74 aussi, en France, et puis ça s'est passé aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait cette observation, il y en a de temps en temps qui passent, qui ont fait cette observation sur toute la France. Il y a eu une manifestation très importante en 90 aussi. Il y a tout le temps des manifestations en France, tous les ans. Vous avez des gens qui voient des phénomènes, qui sont quelquefois même victimes de ces phénomènes. Parce qu'on peut être victime si on s'approche un peu trop près, si dans certaines circonstances, voilà, moi j'avais un copain, il s'est approché vraiment de beaucoup trop près, il s'est fait brûler les cheveux, au décollage de cet engin. Bon, mais je vais un petit peu trop vite. L'ovniologie, c'était en introduction. L'ovniologie, pourquoi on appelle ça ovniologie? Alors, on peut l'appeler ufologie si on veut, mais ufologie, c'est un terme qui est composé de deux autres termes, logie, logos, qui vient du grec, qui veut dire étude, science, vous voyez, psychologie, par exemple, science, la psyché. Ufologie, donc deux termes, logie, logos. Ufo, c'est un terme anglais. Un terme anglais qui veut dire ovni. Alors pourquoi utiliser un terme anglais? On peut aussi utiliser un terme français, on a le droit de dire, et vous avez des râleurs professionnels parmi les ufologues qui veulent qu'on utilise ovni. Bon. Alors pour faire plaisir, je vais utiliser ovni. Ovniologie. Ovniologie, donc l'étude des ovnis. Alors comment ça se fait qu'on a une telle discipline? Eh bien tout simplement parce que, en fait, ça fait des lustres qu'on a des manifestations ovnis dans le monde. Il y en a eu dans toutes les civilisations, comme vous le savez, qui en témoignent à travers des récits. Par exemple, vous avez dans les écrits indiens des descriptions d'engins qui étaient commandés par les dieux, des chariots. À l'époque, on appelait ça des vimana. Vimana, c'est le véhicule des dieux qui se déplace avec des hommes qui disparaissent, qui réapparaissent, qui lancent des faisceaux de lumière
ou des missiles même quand il se bat, oui, c'est strictement ce que l'on trouve quand on étudie les textes des Indiens d'il y a 2-3 000 ans. Mais vous en avez aussi chez les Sumériens, les Babyloniens, vous en avez aussi, vous avez des descriptions qui viennent des Égyptiens, en telle année, alors que le pharaon faisait telle ou telle chose, un objet s'est déplacé, il était rond, il était de couleur blanche, et il est venu, etc. Et c'est décrit comme ça dans les textes. Et puis vous avez aussi un certain nombre de descriptions qui sont faites par d'autres civilisations que l'on connaît moins. Parce que quand on est arrivé chez eux, on a commencé d'abord par brûler tout ce qu'ils avaient écrit. Ce n'était pas vraiment conforme à notre Bible, si vous voulez. Donc on a commencé à éliminer tout ce qu'ils avaient fait. Par exemple, chez les Aztèques Mayas, vous voyez, chez eux, on a pratiquement tout détruit au point de vue des textes. Ils avaient des milliers de rouleaux où il y avait leur histoire, leur science, leur mythologie. On a tout détruit. Il nous en reste 7. Il y en a 7 qui ont réussi à échapper. Donc voilà, vous avez tout un tas de civilisations. Ce n'est pas une histoire qui date des 50 dernières années, c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. Je vous ai fait ici un petit arbre pour vous montrer un petit peu l'étendue de l'ovniologie. L'ovniologie, c'est une discipline de l'avenir. Un jour, vous verrez, j'espère que vous le verrez pour les jeunes générations. Moi, j'aimerais bien le voir, mais peut-être que je le verrai, on ne sait pas. Un jour, on enseignera une discipline qui s'appellera comme ça, dans les universités. Regardez un petit peu, déjà, à notre époque, l'étendue des dégâts. Ça touche plein de choses. Alors, un des éléments qui est le plus intéressant, c'est celui-là. Quand vous êtes ovniologue, quand vous êtes un chercheur, vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé de tout regarder. Si vous regardez qu'une partie, ben vous ne voyez qu'une partie du tableau. Mais c'est mieux de voir tout le tableau. Alors, on va essayer de regarder d'un petit peu plus près ce tableau. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour laisser un temps au cas où, on ne sait jamais, il y aura peut-être des questions. Alors, à partir du début. Traitement du signal. Ovniologie et la découverte des autres. Et bien sûr, quand on parle des autres en ovniologie, on parle des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Des autres, quoi. Ouais, au-delà. Alors, ovniologie, l'avenir de l'humanité. L'avenir parce que ça se passe dans l'avenir, parce que c'est une discipline qui n'existe pas encore dans les universités, mais ça va venir. Pourquoi l'ovniologie? On en a parlé, c'est une vieille histoire, et c'est une histoire dont on entend toujours parler. Alors, c'est intéressant de voir quand vous démarrez dans l'ovniologie, c'est intéressant aussi de voir que ces manifestations ovnis ont pu être observées dans les guerres, durant les guerres. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors les Allemands appelaient ces engins mystérieux, qu'ils croyaient anglais évidemment, les Krabbolid, tandis que les Anglais appelaient ça plutôt les Foo Fighters. Et on s'est aperçu que parfois, que ces présences-là n'étaient pas dangereuses pour l'aviation. Mais pour être plus précis, on devrait dire n'étaient pas toujours dangereuses pour l'aviation. Parce qu'on s'est aperçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un certain nombre de pilotes, les bombardiers en particulier, avaient été dans l'obligation de faire semblant de lâcher des bombes sur les cibles qui avaient été désignées par leur commandement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus les bombes. Mais pourquoi ils n'avaient plus les bombes? Parce que les Foo Fighters s'étaient approchés pendant le trajet de l'engin jusqu'à le faire vibrer, si bien que les pilotes commençaient à paniquer parce que là, il y avait des bombes quand même. Et donc, ils avaient lâché discrètement les bombes et après avaient fait semblant de bombarder certaines cibles. Les Foo Fighters étaient donc intervenus pour éviter la destruction de certaines zones, certaines villes. Voilà. Alors, évidemment, les pilotes peu fiers n'avaient surtout pas intérêt à rentrer à la maison en disant qu'ils avaient lâché leur bombe avant. Parce que c'était, après la cour martiale, ils auraient été fusillés direct. On est en temps de guerre, ça rigole pas.
Et on s'est aperçu, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu d'autres interventions, beaucoup d'autres interventions. Alors c'est intéressant parce que... Alors oui, mais avant d'en arriver là, je veux vous en parler d'autres. Je suis en train de vous faire une autre conférence qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est pas grave. On va retomber sur nos pieds. Non, parce que c'est assez intéressant. Vous savez qu'il y a eu des interventions, parce que vous avez aujourd'hui des déclassifications, et puis vous avez toujours des témoignages. Il y a des militaires à la retraite, dans ces périodes-là, qui ont décidé de parler, malgré le fait qu'ils n'avaient pas l'autorisation de parler, même à la retraite, mais qui se sont dit que, voilà, quoi, c'est légitime que les citoyens sachent. Et les citoyens commencent à savoir. Et depuis le début des années 2000, vous avez dans les sondages d'opinion aux États-Unis une montée très importante du nombre de citoyens américains qui ont le sentiment, et on est à quelque chose comme plus de 65%, qui ont le sentiment que le gouvernement, leur ment sur ce qu'il sait sur le sujet OVNI. Ils ne disent pas que les ovnis sont d'origine extraterrestre, mais ils disent, voilà, on sait que le gouvernement, il en sait plus qu'il veut bien le dire. Oui, parce qu'en Corée, à cette époque-là, en Corée, attendez, c'était avant la Corée même, c'était... bon, on va faire un global. À la fin des années 50, les États-Unis sont entrés en guerre à différents endroits. Des endroits même où nous, on s'était retirés, vous vous rappelez de l'Indochine, on est parti après qu'on nous ait tué un certain nombre de militaires. Pof, il y a une décision qui a été prise et on a retiré, on a décolonisé en quelque sorte. Et les Américains sont revenus et ça a été la guerre du Vietnam, à la place de l'Indochine. Et durant ces périodes-là, eh bien, les ovnis, ces manifestations-là, ont continué d'intervenir, ont continué d'observer ce qui se passait. Et il est arrivé à un certain moment que l'état-major de l'armée américaine demande aux militaires de tirer sur ces engins. Parce que on ne sait pas qui sont ces êtres-là. Et que si on pouvait en ramasser un morceau, ça ne nous ferait pas de mal, vous voyez. Et donc il est arrivé à un grand nombre de fois qu'on tire sur ces engins-là. À ma connaissance, on n'en a pas abattu. Ceci dit, si on en avait abattu, ce ne serait pas à ma connaissance non plus. Donc, et par contre, ce que je sais, d'après les témoignages, c'est que nous avons eu quand même beaucoup de pertes. Je dis nous en tant qu'espèce humaine, hein. Je ne suis pas américain. Les Américains donc, ont eu beaucoup de pertes humaines, soit des pilotes de chasse qui avaient tiré sur les engins et qui ne s'en sortaient pas, soit des personnes au sol qui avaient tiré à la mitraillette sur les engins pour les abattre et puis qui voyaient leurs balles revenir. Ne me demandez pas comment, hein, on n'a aucune idée aujourd'hui. On ne sait pas comment on fait revenir une balle quand vous a tiré. Ou voir un missile. C'est arrivé des fois qu'ils tirent avec un missile et que l'engin ne soit pas touché, mais que le missile vienne frapper un bateau, style 8 heures plus tard, un bateau allié à 500 km de là, avec apparition de l'engin. Hein. Vous voyez, ça c'est très très perturbant, parce qu'un missile, ça ne voyage pas comme ça pendant 8 heures, surtout à cette époque-là, quoi, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne sait toujours pas expliquer. Et il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne sait toujours pas reproduire. Vous voyez, les engins qui filent comme ça, à gauche, à droite, et puis ça accélère d'un seul coup, et puis ça se divise quelquefois, et puis ça se regroupe. Bon, se diviser, se regrouper, ça... Bon, on a peut-être des solutions, vous voyez, mais à l'époque, on n'avait aucune solution. Alors, le dossier OVNI à 4 mains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on étudie le sujet OVNI, en fait, eh bien, on doit tenir compte de 4 éléments. Voilà comment on traite le sujet OVNI en règle générale, et en France en particulier. La première chose, qui fait des recherches sur le sujet OVNI? Qui essaye de savoir ce qui se passe? Bien, vous avez d'un côté, on va dire, les institutions publiques. Vous avez officiellement le gouvernement a chargé, par exemple pour la France, le CNES, de développer un service qui s'occupe du sujet OVNI, mais
Mais le sujet OVNI, ça correspond quand même à une question extrêmement sensible. Parce que ces engins-là, on ne peut pas les empêcher d'entrer sur le territoire national. Pourtant, les électeurs payent des impôts pour financer l'armée. Or, l'armée est incompétente là-dessus. Elle ne peut pas les empêcher de venir sur le territoire national. Elle ne peut pas les empêcher de se poser, de faire ce qu'ils ont à faire et de repartir. Elle ne sait pas faire. Parce qu'on n'a pas, on est devant quelque chose, on ne peut pas, on n'a pas leur capacité. Donc vous avez le GEPAN d'un côté qui étudie, mais vous avez aussi la défense qui surveille, qu'on a marre de rien dire et de passer pour des imbéciles parce qu'ils n'arrivent pas à empêcher quoi que ce soit, mais qui doivent se taire quand même. Et vous avez l'armement. L'armement fait partie de la défense, mais l'armement, ça concerne à la fois, si vous voulez, ce sont des entreprises, on va dire, semi-publiques. C'est privé, mais pas complètement, en tout cas en France. Et l'armement, eux, quand ils voient un ovni, ils rêvent. Ils rêvent de la prochaine arme, de la prochaine possibilité qu'ils pourront développer et vendre partout dans le monde. Vous voyez ? Oui, il y a d'autres rêves, mais bon, ça c'est le rêve de l'armement. Alors, donc, d'un côté, vous avez les institutions publiques, on va dire, avec les milieux militaro-industriels, et puis vous avez aussi d'autres personnes qui étudient le sujet, les ufologues du monde privé, du monde associatif, des gens comme moi, des gens qui sont un peu dans cette ère de recherche, qui s'intéressent aux gens qui ont fait des observations. Et ces personnes-là fonctionnent souvent, consciemment ou pas, fonctionnent très souvent en réseau. On se dit beaucoup de choses. On communique beaucoup de choses. On se communique beaucoup de bêtises aussi. Mais pas que. Alors ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils sont très nombreux. Il y en a partout, dans tous les pays. Ils parlent toutes les langues. Ils parlent toutes les langues. Donc déjà, première compétence. Ils font toutes sortes de métiers. Vous en avez en droit, vous en avez des ingénieurs en informatique, vous avez d'anciens scientifiques, vous avez... Donc, ces gens-là, quand on essaye de les gruger, ça peut marcher, 5 minutes. Mais à partir d'un certain temps, ça ne marche plus. Parce que dans ce groupe-là, vous avez toutes les compétences. Vous avez des gens qui ont fait tous les métiers, y compris ceux d'identifier des vaisseaux étrangers. Et donc de comprendre que ça, ce n'est pas un vaisseau étranger. Ça, ce n'est pas un vaisseau du tout qui fonctionne, qui est vendu par une armée qu'on connaît. Et puis d'autres qui ont les compétences scientifiques qui vont même dire, oui, mais c'est là, la façon dont ils volent, personne ne sait faire. Quoi, parce qu'un homme, il ne pourrait pas survivre avec une accélération comme ça, avec une angulation comme ça. Parce que des fois, vous avez des engins, ils vont comme ça, puis d'un seul coup, ils font ça. Vous voyez ? Mais ils ne se sont pas arrêtés entre-temps, vous voyez ? Des fois, c'est pire. Ça et ça. Et là non plus, ils ne sont pas arrêtés. Je vous dis tout de suite que sur le plan scientifique, c'est compliqué, comme je dirais, de trouver la science sur laquelle ils s'appuient, ces gens-là, pour éliminer toutes les lois de masse, vous voyez, et d'inertie. On ne sait pas faire. Donc, les institutions publiques, le monde privé, et vous avez quelque chose d'autre qui intervient, on va dire c'est la troisième main, c'est l'ensemble des chercheurs dans le monde, en histoire, en biologie, dans tous les domaines, qui quelquefois, malgré eux, ils n'ont pas eu de bol, et ils ont fait une découverte majeure. Par exemple, vous avez par exemple des gens qui étudient par exemple l'histoire. Ils vont en Égypte, puis ils regardent, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors leur métier, pour certains, c'est par exemple de construire des immeubles. Ils savent comment on fait pour déplacer une pierre de, 150 tonnes, vous voyez. Et puis d'autres, par exemple, ils ont des capacités artistiques. Ils savent comment on fait pour sculpter un visage, vous voyez. Et tous ces gens-là, en regardant ce qu'on fait, par exemple, des civilisations anciennes, s'aperçoivent que on ne peut pas le refaire. On ne sait pas refaire, vous voyez. Alors ils font des mesures, tout ça, ils s'aperçoivent, vous avez sans doute vu la révélation des pyramides, je pense, non ? Hein, oui. Alors voici un exemple tiré de la révélation des pyramides qui met bien en évidence le fait que
sur les visages en Égypte, vous avez une symétrie qui est l'ordre de 3 microns. Personne ne sait faire à la main ce genre de choses. Vous voyez, on ne sait pas faire un truc. En plus, ce n'est pas comme si vous en aviez qu'un, vous voyez, en Égypte. Donc vous avez des choses comme ça qui... Alors ça, par exemple, c'est de l'histoire, mais vous en avez d'autres qui peuvent toucher, par exemple, le domaine, mettons, des domaines totalement différents, tels que la biologie ou la génétique. Par exemple, récemment, on a fait travailler plusieurs laboratoires sur la génétique de corps qui ont été retrouvés, et on s'aperçoit que sur ces corps humanoïdes, ben vous avez des séquences génétiques qui sont inconnues. Elles sont non seulement pas humaines, mais elles sont même inconnues de tout ce qu'on a détecté comme animaux sur Terre. Alors on n'a pas tout détecté, on est loin de là, mais quand même, c'est très très étrange, vous voyez. Et là, vous n'avez pas fait exprès, mais vous êtes en train de faire une découverte un petit peu majeure, quoi. Donc voilà, vous avez cette troisième main, là, ça peut toucher beaucoup de chercheurs, ça peut toucher toutes sortes de personnes, des gens qui bâtissent. Et puis vous avez aussi une quatrième main qui nous permet d'écrire l'ufologie. Je vous parle de l'ufologie en tant que partition à 4 mains, hein, les institutions publiques, le monde privé. Il faut bien séparer, hein, parce qu'ils se font la gueule les deux. Et puis vous avez bien sûr, on vient de le dire, un peu les chercheurs un peu de partout dans le monde qui ne sont pas du tout mêlés à ces histoires-là, mais on leur a demandé d'analyser telle plante qui s'était retrouvée sous un atterrissage ovni, puis ils s'aperçoivent que la plante, elle a muté, et on ne sait pas comment et pourquoi. Bon, c'est un exemple. Mais vous avez une quatrième main, ben, c'est eux au-dessus, ces gens-là, quoi. Ces gens-là, parce que en amont de ces manifestations, qui font toutes sortes de choses, qui peuvent, des fois ils arrivent au-dessus d'un secteur de l'armement, c'est arrivé, moi j'ai eu des coups de téléphone, enfin, j'ai eu des communications avec les gens qui travaillaient là-bas, et ils arrivent à 3h du matin, et pendant 25 minutes, vous n'avez plus de courant nulle part. Vous ne pouvez plus démarrer votre voiture. Ils coupent le courant, comme la tech, il n'y a plus de courant, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Pendant 25 minutes, ils font quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais eux, ils savent, apparemment. Parce que ça m'étonnerait qu'ils viennent comme ça pour emmerder leur monde à 3h du matin. Il n'y a personne, normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils font quelque chose. Et ils repartent. Donc, il y a eux, au-dessus, qui font partie de la partition et qui, pour l'instant, n'ont pas daigné imposer leur présence d'une façon définitive. Ils ne sont pas posés à New York devant l'ONU, ils ne sont pas posés nulle part, comme nous le savons tous. Mais de temps en temps, on en a quand même vu, quand on regarde dans les archives, tiens voilà, en 52, ils sont quand même passés au-dessus de la Maison Blanche. Ou bien en 81, il y a quand même un engin qui a décollé de l'Élysée. Ou qui était, il n'a peut-être pas décollé, mais en tout cas, il n'était pas très loin au-dessus de l'Élysée en France. Bon, le président n'était pas là ce jour-là. C'était un jour où il n'était pas là en plus. Mais il y a quand même eu un témoin qui est un garde républicain. Donc voilà. Alors, une partition à 4 hommes. Est-ce que j'en suis là? Non, c'est pas la bonne diapo. Alors, il faut que j'aille beaucoup plus vite. 6 domaines d'exploration que je vous propose de regarder ensemble. 6 domaines d'exploration. Ouais. Ok. Bien, on a passé un petit peu tout ça. Alors, le premier domaine, les manifestations elles-mêmes. Donc, les ufologues, les ovniologues s'occupent des manifestations elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils essayent de comprendre les activités des ovnis. Pourquoi ils apparaissent à tel endroit? Pourquoi c'est à telle heure? Pourquoi ça touche telle personne? Pourquoi c'est telle personne qui en revoit souvent? Vous voyez, toutes ces questions-là se posent. C'est très intéressant. Quand vous faites une observation ovni, je ne sais pas s'il y a des gens qui en ont fait ici, peut-être, non? 3, 4, vous pouvez lever les mains, on va essayer de se voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Quand on fait une observation ovni, vous savez, quelquefois, alors si ça se reproduit une deuxième fois, c'est encore pire, on se demande si c'est le hasard. C'est vrai, hein? On peut se demander si c'est le hasard. Si c'est le hasard, est-ce que je l'ai vu par hasard? Voilà. Et puis, ça peut mettre en branle beaucoup de choses.
en nous. Hein. Ça nous met peut-être même des fois dans des positions un peu compliquées, quoi, parce que c'était pas censé exister le truc. Donc, enfin, quand on m'a éduqué, on m'a pas parlé de ça, moi, personnellement. Bon. Alors, on s'intéresse, les ufologues, les ovniologues s'intéressent aux activités ovni. Ils s'intéressent aussi aux interactions avec l'environnement et avec les êtres vivants. Parce qu'il y a des interactions. Quelquefois, effectivement, peut y avoir des choses qui sont reliées à la santé. Vous avez des mutations, vous avez toutes sortes de choses. Chez les êtres vivants, surtout nous, les humains, on est des êtres qui peuvent être très perturbés psychologiquement. Je dis perturbés, mais c'est-à-dire, je veux dire qu'on change d'équilibre, quoi. Être perturbé, c'est finalement, vous avez changé d'équilibre, vous êtes dans un autre équilibre. Avant, vous ne saviez pas qu'il y avait peut-être ce genre de choses. Avant, vous ne pensiez pas peut-être qu'on pouvait communiquer par télépathie. Et puis après, vous vous mettez à essayer de voir si ça marche, quoi. Vous voyez, ça peut changer beaucoup de choses. Les ovniologues s'occupent des vagues de manifestations. Pourquoi en 1954, il y a eu vraiment des milliers de personnes qui ont fait des observations ovni en France? Et puis après, pourquoi ils sont revenus en 64 et pourquoi ils sont revenus en 90? Et pourquoi maintenant on les voit plus beaucoup? Pourquoi ils ont été en Belgique? Qu'est-ce qu'il y a en Belgique en 90? Vous vous rappelez en Belgique? Oui, Non. oui. Il y a toute une vague de manifestations en Belgique. Pourquoi? Bon, on n'en entend pas parler, vous savez, mais vous avez les mêmes vagues qui se produisent aussi au Chili, au Brésil, au Pérou, dans les autres pays. Mais nous, on n'est pas de cette culture-là, donc on n'en entend pas trop parler, vous voyez. Et puis, bon, ça ne fait pas non plus le 20h, parce que franchement, si vous êtes un média crédible, vous ne pouvez pas parler de quelque chose qui n'existe pas, vous voyez. Et si vous voulez avoir des auditeurs, des téléspectateurs, il faut être un média crédible. Qui va aller regarder un média qui dit n'importe quoi, vous voyez. Donc, on n'en entend pas parler. Ça, on en a parlé tout à l'heure, les interactions avec les opérations militaires et les projets dangereux pour la vie. Dangereux pour la vie parce que, vous savez, vous vous rappelez, l'autre jour, on a eu une vague de drones, surtout, sur nos centrales. Vous vous rappelez, c'était super. Oui. On avait des drones sur toutes les centrales. En un mois, vous aviez quelque chose comme 100, un peu plus de 100 passages au-dessus des centrales nucléaires. Voilà. C'était des drones avec des enfants, paraît-il. Ils en ont arrêté 2 à un moment donné. Puis ils sont perçus que ça ne pouvait pas être, évidemment. Mais, donc des fois, vous avez des vagues de manifestations. Et bien entendu, on est obligé d'avoir des officiels qui vont s'exprimer à la télévision. Qui représentent les ministères, qui représentent les gens qui... N'oubliez pas qu'au bout, il y a quand même toujours cette histoire de citoyen électeur... qui en plus paye ses impôts et qui demande quand même des comptes des fois. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'on nous demande des comptes là-dessus, quoi. Surtout que quand vous passez sur les centrales nucléaires, quelque part vous êtes en train de faire la démonstration qu'elles sont mal protégées. Parce qu'on peut passer 5-10 minutes à 15. Vous voyez. Je crois que c'était il y a 1 an, il y a une quinzaine d'ovnis qui sont passés au-dessus d'une centrale. Il y avait en même temps 2 militaires français, 2 gendarmes français qui étaient là, et 2 personnels de la centrale. Et non, c'était 3 gendarmes. Et l'un des gendarmes, vous vous rappelez, quelqu'un se rappelle de l'histoire? Non. L'un des gendarmes a eu la mauvaise idée d'écrire un scientifique, entre guillemets ovniologue, connu en France, pour lui dire la scène. Et ce scientifique, que j'adore, mais a fait une petite erreur, on en a parlé à Jean-Claude Bourré, qui lui a diffusé à l'international, donc les gendarmes ont été punis. Parce qu'évidemment, c'est une question qui relève de la sûreté nationale. On ne peut pas voir des ovnis, c'est impossible. La gendarmerie, Météo France, ne voit pas d'ovnis. Rassurez-vous, bonnes gens. Alors, les mutilations de bétail, malheureusement, il y en a. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, quand vous vous intéressez aux manifestations ovnis, vous vous intéressez aussi à toutes ces choses-là. Parce que souvent, les mutilations de bétail... ont été corrélés avec des observations ovnis. Alors, bon, on ne les a pas vus faire, mais pourquoi? Voilà, donc du coup, on a relié les choses. Je vous ai mis ça pour vous montrer. Ça, c'est, excusez-moi, ça paraît un peu rigolo, mais je le prends à la légère, mais bon.
Mais je continue, c'est ma manière de communiquer, d'être toujours léger. Vous voyez, lui, il était très léger, il est tombé sur un poteau électrique. Alors, il est tombé, donc forcément, c'est qu'il est tombé de plus haut. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant parce que dans les mutilations de bétail, on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un prédateur qui a découpé l'œil, la mâchoire, juste un organe, juste machin. On voit bien que ça a été fait d'une façon chirurgicale. Donc ça arrive, c'est arrivé en France, c'est beaucoup arrivé aux États-Unis. On parle de plusieurs milliers d'animaux quand même. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Un autre domaine d'exploration, les contactés. Alors les contactés, de quoi s'agit-il? Mais puis-je? Alors les contactés, des individus prétendent avoir été contactés directement à l'occasion de rencontres avec des êtres, parce qu'à l'intérieur de ces engins, il semblerait qu'il y ait une intelligence, voire même que cette intelligence soit supportée par des corps. Je veux dire par là, simplement, il y a des gens, quoi. Il y a des gens, et parfois, eh bien, il y a des relations. Il y a des gens qui les observent, des fois ils s'approchent, des fois l'engin s'est mis suffisamment proche pour qu'on puisse... Vous avez toutes sortes d'histoires, des fois c'est terrible, les histoires. Des fois, par exemple, on retrouve la mémoire de certaines personnes qui se rappellent la première fois qu'ils ont été en contact avec ces êtres-là, parce que ça arrive plusieurs fois. Alors, ils ont vu des enfants, là, dans la forêt, qui étaient en train de courir, qui leur faisaient des signes, et puis qui étaient de la même taille qu'eux, ils étaient enfants, ils ont couru, et puis quand ils se sont retrouvés, parce qu'ils s'éloignaient au fur et à mesure, et à un moment donné, ils étaient vraiment loin de chez eux, mais un peu trop loin. Et c'est comme ça qu'il y a eu le premier contact. Vous voyez. Des fois, c'est... Ou alors, vous avez des couples qui ont vu cette biche incroyable qui a sauté sur le capot de la voiture. Ils ont été obligés de s'arrêter. Et qui avait ses yeux si grands, vous voyez. Donc, des fois, on a des individus comme ça qui prétendent avoir des contacts. Alors, on a des individus aussi, on a des... Je dis individu, s'il vous plaît, ne voyez aucune... c'est pas du tout négatif. Je dis individu, mais vous avez des personnes qui font de la médiumnité aussi, et qui semblent avoir des possibilités. Quand vous travaillez sur le sujet OVNI, si vous écartez le domaine psychique, si vous ne voulez pas parler du paranormal, si vous ne voulez pas parler de la médiumnité, de la télépathie, etc., eh bien vous écartez, je dirais, un très gros pan du domaine OVNI. Beaucoup d'ufologues ne veulent pas aborder ces sujets-là, parce qu'ils veulent un ovni avec ce qu'on appelle tous les boulons, c'est-à-dire c'est solide, quoi, vous voyez, parce qu'on est assez discrédité, on est assez peu crédible dans le domaine ufologique. Si en plus on commence à parler du paranormal, ça m'est autant se suicider directement, ça ira plus vite. Donc vous avez les médiums et autres individus, et parmi les médiums, je les séparais un peu parce que ça reste quand même assez spécial. Vous avez ce qu'on appelle les apparitions religieuses. Alors j'ai mis apparition religieuse. L'autre jour, je me trouvais, parce qu'il y a quand même... c'était en 95. Donc l'autre jour, je me trouvais aux îles Marquises, j'étais prof de physique là-bas, et de maths. Et juste avant que j'arrive, Marie était passée au-dessus de la mairie et de l'église, entre midi et 13h. Pendant 1 heure. Marie, quoi. Était passée. Et quand j'ai demandé à ma famille, parce que je suis originaire de là-bas, enfin, dans ma famille polynésienne, on vient de là-bas, de cette île-là, qui s'appelle Nukuiva. Quand j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez vu? Alors Marie, c'était une sphère lumineuse qui rayonnait et qui restait comme ça au-dessus de l'église et de la mairie pendant 1 heure. Vous voyez, c'est Marie. Voilà, donc les apparitions religieuses, mais c'est intéressant parce que dans certains cas, on a par exemple le contre-amiral Pinon qui avait écrit un livre sur Fatima et qui démontrait avec ses termes et son vocabulaire et surtout son expertise de militaire que Fatima, ça avait toutes les caractéristiques d'une rencontre avec des extraterrestres en fait. Ça ressemblait beaucoup à une intervention d'une société extérieure, selon lui. Voilà. Ça vaut le coup, si vous avez l'occasion de voir ce livre, ça peut peut-être valoir le coup. Alors là, un exemple de contacté qui est assez intéressant, je crois. Et c'est un monsieur qui s'appelle Carlos Diaz. Alors,
Enfin, ne soyez pas étonnés si jamais vous renseignez là-dessus, vous allez voir des gens qui disent qu'ils mentent, etc. Bon, c'est pareil, si vous renseignez sur moi, vous allez voir que je suis un menteur, etc. Les cheveux trop longs, bon, etc. Bon. Vous avez toutes sortes de choses, et vous avez des arguments assez chocs hein, quand même. Et, alors, Carlos Diaz, c'est un photographe au départ, et puis je vous avoue, je ne sais pas exactement ce qu'il lui a pris, mais un jour, vers 3 heures du matin, il est parti faire des photos, et il est tombé sur un ovni. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, il a continué d'avoir ces relations, semble-t-il, et a pris des photos complètement extraordinaires que je ne vous montrerai pas parce qu'on n'a pas le temps, et que je n'ai pas prévu de vous les montrer. Mais là, c'est intéressant parce que vous avez un peu la vidéo, alors on voit très mal. On peut éteindre là peut-être? Ah, super. Et, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette vidéo, alors oui, il y a un laser et tout. Bon, c'est pris en 80... Ah ouais, on voit bien. 12 peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on voit l'image, mais après, on voit aussi le lieu où elle a été prise. Parce que sur certaines images, on voit des arbres, etc. Puis après, vous voyez le lieu d'où il l'a pris, il vous montre le lieu d'où ça a été pris. C'est assez spectaculaire. On voit bien que ce sont les mêmes arbres. Des fois, l'engin passe derrière les arbres. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Ce sont parmi les plus belles photos qu'on a d'engins vus de près. Hein. Donc il a été visiblement contacté. Bon, je vais vous passer le... On va continuer. Hein. On va continuer. Voilà. Si on peut rallumer, s'il vous plaît. Alors, 6 domaines d'exploration. Nous avons évoqué tout à l'heure les manifestations elles-mêmes, les contacter, et nous allons évoquer un autre point très intéressant. C'est notre monde. 6 domaines d'exploration. 3e pan, les implications politico-économiques et religieuses. Les ovniologues s'occupent toujours de ce qui ne les regarde pas. Non, je blague. Ils s'occupent en fait aussi de tous ces éléments-là, c'est-à-dire les États, les gouvernements qui ne savent pas quoi faire de ces informations. Parce que le contact avec une société étrangère, plus développée que nous, ça veut dire quoi? Il y a plein de messages positifs là-dedans. Ça veut dire que c'est possible déjà, parce que nous, c'est pas sûr qu'on s'en sorte, hein, je dis franchement. Mais c'est possible, il y en a qui ont réalisé. Bon. Mais ça veut dire peut-être qu'ils l'ont réalisé, ils ont peut-être été à une étape de développement supérieure, peut-être qu'ils ont trouvé une solution politique, vous voyez, qui soit peut-être, on ne sait jamais, une vraie démocratie, qui sait, ça peut peut-être exister. Vous voyez. Et donc, ça commence à faire trop réfléchir les gens, quoi. Mais peut-être qu'ils ont même des systèmes économiques différents. Peut-être qu'ils n'échangent pas contre de l'argent. Si ça se trouve, il n'y a pas de pauvres chez eux. Vous voyez, tout ce dont on commence à parler, ça commence à devenir dangereux déjà. Et en plus, ils savent faire voler un engin qui pèse peut-être plusieurs tonnes et le faire accélérer à l'infini. Ça veut dire qu'ils ont des solutions énergétiques parce qu'on n'a pas vu de centrale qui tirait derrière, qui envoyait le truc derrière, vous voyez. Parce que pour faire des choses comme ça, il faut une centrale nucléaire. Vous voyez. Or, il n'y avait pas de centrale, visiblement, derrière eux. Donc, ils ont peut-être des solutions énergétiques qui pourraient bouleverser notre monde. Parce que si demain, il y a un gars qui nous ramène un truc comme ça, qui sait faire l'énergie d'une centrale, on en aurait un chacun. Hein. Ça veut dire qu'on aurait de l'énergie pour toute notre vie, hein, quand même, déjà. Hein. C'est pas mal. Mais le gars, on va le buter, hein, parce que quand même, il va faire écrouler le dollar et tout. Non. Vous imaginez, sur Terre, ce serait l'horreur totale. Enfin, paraît-il. Mais ça viendra peut-être, qui sait. Alors, oui, les services de recherche officiels, on regarde, les ufologues, les ovniologues regardent ce qu'ils font, ce qu'ils publient, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils veulent, parce que vous avez tout le temps, dans tous les services du monde, vous avez des gens qui à un moment donné passent à la retraite, même chez les renseignements, on ne les tue pas à la fin. Hein. Bon, ils sont toujours liés au secret, il faut le dire ce qui est, quand ils ont fait une carrière dans ces domaines-là, un certain nombre continuent de s'occuper un petit peu de ce genre de choses pour aider le pays, c'est normal. Donc, les services de recherche officiels, les opérations officielles liées à la défense, à l'armement et au renseignement, les ovniologues regardent tout ça. Qu'est-ce qu'on sait faire comme arme? Parce que ça évolue. Qu'est-ce qu'on sait faire comme engin? Parce que les technologies évoluent. Et elles sont, nous nous en doutons tous ici, bien plus avancées que ce qu'on nous vend dans les magasins, enfin les voitures, etc. On a des solutions plus avancées. Bien. Les ovniologues
s'intéressent aussi aux positions officieuses des États et des milieux militaro-industriels. C'est-à-dire qu'ils nous disent non, on ne s'occupe pas de la question OVNI, l'affaire est terminée depuis 1969, on sait que ce n'est pas un danger pour l'État. Puis quand vous regardez les documents déclassifiés, vous apercevez qu'ils étudient minutieusement le sujet. Et vous avez d'ailleurs tout un tas de gens qui en témoignent. Alors c'est intéressant parce que dans tous les pays, comme en France par exemple, vous savez, on fait de l'espionnage. On essaye de regarder comment les autres, ils ont fait leur voiture, leur fusée, leur avion furtif, quoi. Vous voyez, il y a des technologies, oui. Ça fait 45 000 véhicules. Ok. Et simplement pour vous dire qu'en France aussi, on fait de l'espionnage. D'ailleurs, on s'est fait choper, je crois, quelque chose comme 300 espions là, au début des années 2000, là, aux États-Unis, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, espions entre guillemets, hein, des gens on leur a demandé de bien vouloir servir la France, puisqu'ils étaient impliqués dans des entreprises américaines de haut niveau. Des Français, bien sûr. Hein. Donc, bon, ça... Alors, je suis désolé parce que ça va vraiment très très vite. Mais tout ça pour vous dire simplement que les ovniologues s'occupent de beaucoup de choses. Les opérations secrètes, les déclassifications, l'évolution de l'opinion publique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sondages. Il semble que nous soyons dans une période où l'opinion publique va fortement évoluer sur cette question-là. Ça a commencé aux États-Unis, mais on est loin d'avoir fini. Et puis, ce ne sont pas que les États-Unis qui donnent le là hein, sur ces questions-là. N'oublions pas qu'il y a des grands pays qui peuvent donner le là, eux aussi, comme des pays asiatiques ou des pays européens. Bon, pas la France, mais ça viendra peut-être sur d'autres sujets. Les ovniologues regardent les déclassifications, et puis il y a quelque chose de très intéressant et très important. Je vous recommande, si jamais vous continuez à vous intéresser à cette question dans l'avenir, d'examiner tout ce qui relève de l'exopolitique. L'exopolitique, c'est l'analyse de la pensée des autres. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas se présenter? Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils font cela? Pourquoi ils interviennent? Pourquoi ils n'interviennent pas? Et en fonction de ça, en fonction de cette compréhension de la pensée de gens qui sont supérieurs à nous, il faut quand même le dire, hein, ça fait des choses qu'on ne sait pas faire, hein, eh bien, on va essayer de modifier notre propre comportement et peut-être d'avoir une politique, une éthique, une morale, peut-être qui sera peut-être plus ajustée sur la leur. Vous voyez? Parce que nous, on aimerait tous avoir des grands frères technologiques, des sages, des gens qui vont nous aider et tout. Mais c'est vrai que si on regarde bien, je ne sais pas si on est fréquentable, parce que quand même, on laisse dans tous les coins du monde des gens mourir de faim, de misère, etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ça nous demande, l'exopolitique nous demande aussi de réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous faisons aussi. C'est terrible. Je vais pas aller trop longtemps là-dessus. Alors oui, ça c'est sympa. Bon, c'était juste. Alors là, j'ai quelque chose là qui pourrait être sympa, mais je vous avoue que cette vidéo, je ne suis pas certain. Je ne connais pas sa fiabilité à cette vidéo. Est-ce que vous pouvez éteindre une seconde, s'il vous plaît? Voilà. C'est juste. Ouais, je ne connais pas la fiabilité de cette vidéo. Je m'en excuse. J'ai déjà vu une vidéo avec au-dessus de Centrale Française avec un engin, mais en général elles sont classées. Sauf que là, le gars, c'est un cinéaste professionnel, il était venu tourner un film, et donc, je vous avoue que ce que j'ai vu, c'était vraiment bizarre. Est-ce qu'on peut rallumer? Merci beaucoup. Alors, on va changer. Oui, les domaines d'exploration, archéologie, découverte. Alors, oui, je vais vous montrer un truc. Moi, je me suis occupé pour un Carré Cusco de cette découverte des corps qu'on a fait à Nazca, vous savez. Et je m'occupe de faire la relation avec les institutions publiques françaises, l'UNESCO, et puis d'autres organisations. Donc, je suis toujours missionné là-dessus, et je suis d'ailleurs en pleine espérance surtout. Alors, juste pour vous montrer quelques images, donc à gauche, Maria, donc, ce sont des corps qui ont été présentés par l'Institut Incari Cusco, dirigé par monsieur Thierry Jamin, qui est un explorateur, qui est en exploration actuellement, et qui va encore faire des découvertes de folie, qui est quelqu'un qui a déjà fait recenser une quarantaine de sites auprès des autorités. Il y a même eu une pièce de monnaie frappée à l'effigie d'une de ces découvertes. C'est pour vous dire, c'est quand même incroyable, quoi. Et qui est un monsieur super gentil, j'adore. Et donc là, il m'a demandé, l'année dernière, on a été au congrès
pour plaider en faveur de la protection de ces corps. Vous voyez, ce sont des corps qui ont été découverts par des wakeros, des pilleurs de tombes dans le désert de Nazca, et il a réussi à pouvoir y accéder et à nous montrer. Alors, on est tout à fait protégé parce que, pour des raisons, personnellement, je n'aimerais pas revenir à la maison avec une maladie, mais aussi, ce serait bien que je ne transmette pas des maladies au bidule non plus. Donc, on est protégé, quoi, un peu. Voilà. Ouais, c'est une découverte. Ça va transformer le monde. Ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Voilà encore un autre domaine de prédilection. C'est pour vous dire, l'ufologie. Je vais juste les citer parce que là, ça va. J'ai besoin d'aller très très vite maintenant. Alors, les cercles de culture, bien sûr, ça intéresse. Bien entendu, ça intéresse, mais pas seulement. L'exobiologie intéresse. Le signal WOW, vous savez, le programme SETI, avec ce fameux signal WOW. Ils l'avaient appelé wow, c'était un signal qui n'était pas normal, qu'ils avaient capté et qui ne venait pas d'ici, mais qui semblait tout à fait représenter une information. Ensuite, il y a toutes les possibilités des ovnis, c'est-à-dire le polymorphisme, parce que des fois vous avez des engins qui se transforment. Au début c'était un triangle, puis à la fin c'est un autre truc, quoi. Vous voyez, ou bien, donc voilà, il y a tout un tas de trucs, des fois il se téléporte, on le voit en film, il est là, puis soudain, tac, il a disparu. Mais l'image, elle continue de filmer, on le voit apparaître ailleurs. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Kézako. Merci. Non, je vais passer, excusez-moi, je ne vais pas vous montrer, tant pis. Tant pis. Les abductions, alors, on en a parlé un petit peu, les abductions, ce sont les enlèvements. Vous voyez, les enlèvements, des fois, on a des personnes qui sont victimes d'abduction, victimes entre guillemets, parce que des fois, c'est pas qu'on est content, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir des relations avec ces gens-là. Même s'ils vous mettent sur une table pour vous enfoncer des trucs, et puis, bon, ça c'est un peu le côté désagréable, c'est vrai, mais c'est quand même, je veux dire, quelle expérience, quoi, quand on vient de notre culture, à nous. Bon. Alors, des fois, les gens se retrouvent avec des implants. C'est moins agréable aussi, c'est sûr. Vous détectez des choses dans le bras, dans le pied et ailleurs. Avec des morceaux de métaux qui, à l'analyse, en fait, s'avèrent être des météorites. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, ils sont composés de métaux parfois lourds, parfois des métaux rares, qu'on ne retrouve que dans les météorites. Donc, on appelle ça des météorites. Des fois, il y a des gens, ils ont un météorite dans le crâne, quoi, vous voyez. Ne me demandez pas comment il est arrivé, officiellement. De toute façon, la science n'a qu'une partie des réponses, elle n'a pas vraiment toute la solution. Voilà, on s'occupe des relais, c'est très intéressant. Les abductions, c'est vraiment un dossier mais très très intéressant. Vous regardez, les gens des fois se rappellent de ce qu'ils ont vécu, ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Et puis des fois, vous savez, dans les abductions, on a vu des choses qu'ils faisaient et nous-mêmes, on a su les faire que 20 ans ou 10 ans ou 15 ans plus tard, vous voyez, parce qu'on a inventé la procédure médicale après que eux l'avaient déjà vécu avant. Ou alors ils ont vu des constellations, tac tac, ils les ont dessinées, ils ont pu les reproduire et tout, et on a découvert ces constellations que 10 ans plus tard. C'est extraordinaire des fois, vous voyez. Et oui, on arrive à choper des trucs quand même si... parce que quand vous êtes abducté, vous promettez toujours des trucs là-dedans. Ah oui, je voudrais repartir avec tel... Oh, il n'y a pas de problème. Puis à la fin, ah non, désolé, mon chef a dit non. Donc vous revenez les mains dans les poches, mais vous avez des trucs, mais c'est pas là où il faudrait. Quoi. Enfin, bref. Ah, mais c'est horrible. Ah, voilà des implants, vous voyez, il y a des gens qui en ont dans les mains, un peu partout. Voilà. Excusez-moi, je passe. Ça doit être la fin, je pense, là. Ah, là, c'est dommage, c'est le meilleur dossier. 5 minutes. 5 minutes, je vais aller très vite. Que cherchent les ovniologues ? Les ovniologues, ils cherchent la reconnaissance du dossier par les institutions publiques. Ils cherchent à ce que le dossier soit sérieux, crédible, et qu'eux-mêmes, par la même occasion, finissent par sortir du clan des farfelus, si c'est possible. Quel est leur principal stimulus ? Quelqu'un a une idée ? La recherche de la vérité. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Il y a quelqu'un un mieux ? Pardon ? Les origines de l'humanité. Leur stimulus, qu'est-ce qui les stimule ? Les manifestations ovnis. Les manifestations ovnis. C'est les manifestations ovnis qui poussent les ovniologues. Qu'est-ce qui fait que je fais une conférence aujourd'hui ? C'est les manifestations ovnis.
Vous voyez ce que qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Ce sont encore une fois les manifestations. Ce n'est pas de la pure curiosité, parce qu'il y a plein de trucs où on peut être curieux, vous voyez ce que je veux dire. Mais derrière, ça pousse régulièrement, il y a des manifestations, il y a des manifestations. Pourquoi les visiteurs n'imposent-ils pas leur présence? Il y a plein de réponses. Moi, je peux vous dire, je viens de Polynésie. Quand les Blancs européens, les enfoirés, sont arrivés à Tahiti, en 50 ans, il y avait 90% de la population qui était morte. Hein. De grippe, syphilis, machin. Bon, ça, c'est un détail. Mais les autres étaient obligés d'aller à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne sait plus rien de nos dieux, machin, on ne sait plus grand-chose, quoi, vous voyez. Alors qu'avant, bon, on était un peu cannibales, c'est vrai, mais on arrivait à faire des choses extraordinaires, si vous voulez, entre deux repas. Non, je blague, mais en fait, c'est vrai qu'on était cannibales. Qu'annonce l'ovniologie sur la destinée de l'humanité? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, quelque chose de fantastique. Que d'autres ont pu faire ce que nous aimerions faire nous aussi. Un jour, nous aimerions aller dans l'espace, nous aimerions rencontrer d'autres intelligences. Ça semble être possible. Des gens semblent avoir des solutions pour traverser les grandes distances du cosmos. Ils nous indiquent que, oui, dans l'avenir, on arrivera à réunifier notre science intellectuelle et rationnelle avec les possibilités psychiques. Oui, on arrivera peut-être un jour à devenir fréquentable et à rendre visite à d'autres humanités, entre guillemets, ou d'autres espèces développées, moins que nous peut-être, d'autres certaines seront bien sûr plus que nous, mais pour celles qui seront moins que nous, on arrivera à leur rendre visite sans les détruire et leur imposer une église avec, etc. Vous voyez? Donc des grandes choses. D'autres ont su le faire. Aujourd'hui, ces autres sont autour de nous. Visiblement, on doit être vraiment intéressant et comique. Et des fois, ils doivent être déprimés quand ils nous voient faire. Mais enfin, nous, c'est courageux quand même. On est dans la... Voilà, on est en train de labourer là, hein, on est dans le champ. Hein. Oui, on pourra faire tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et puis, je vous souhaite un bon week-end.